Bien, bonjour et bienvenue donc pour ce deuxième live du MOOC Agroécologie. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver pour 30 minutes en direct, avec aujourd'hui deux autres enseignants-chercheurs donc qui ont participé, qui ont contribué à la construction de cette séquence 2 qui a commencé à susciter des réactions, des questions sur les forums et auxquelles ils vont s'attacher à répondre au cours de ces 30 prochaines minutes. Donc, j'accueille Elena Kazakou. Donc, Elena est enseignant-chercheur à Montpellier Supagro, écologue. Et puis, en streaming, à distance de Paris, on a Antoine Gardarin. Antoine est agronome à AgroParisTech. Et donc, on va avoir des réponses à deux voix, finalement, de l'écologie, de l'agronomie, aux différentes questions qui ont été posées. Alors, lors du premier live, j'avais botté en touche une question en disant qu'on l'aborderait pour le second live, qui était autour de, finalement, quelle ressemblance, différence existe-t-il entre agroécologie et ingénierie écologique. Donc je vais passer la parole à Elena. Antoine, bien sûr, pourra intervenir et réagir à son tour par rapport à cette question-là, pour démarrer là-dessus, avant que Antoine et Elena, finalement, répondent aux questions qu'ils ont choisies dans la liste du forum. Bonjour de ma part aussi. Merci à tous pour vos questions. Ça nous permet aussi de réfléchir et c'est intéressant d'interagir avec vous. Alors, pour la première question, je vais vous donner la définition de ce qu'on appelle l'ingénierie écologique, qui est la manipulation de matériel naturel, comme des organismes vivants, ou même de l'environnement physico-chimique, afin de préserver l'environnement, restaurer les écosystèmes. Et un exemple que je peux donner, c'est les plantes qui hyperaccumulent les métaux lourds, qui sont utilisées pour la phytoremédiation des écosystèmes qui sont pollués par des métaux lourds pour devenir un état naturel. Du coup, l'ingénierie écologique vient de sciences d'écologie, c'est vraiment vers les écosystèmes naturels. C'est qu'il n'est pas, du coup, il n'a pas d'une convocation de production, une production, un rendement, qui est le cas de l'agroécologie. Voilà la différence entre les deux, ce que je peux donner comme différence entre les deux approches. Est-ce que c'est bon pour ces questions? Oui. Voilà. Antoine, tu as quelque chose, on va tout de suite passer à la deuxième question sur les traits fonctionnels. Là, Alors, je vais essayer de répondre à des questions qui ont été posées, qui ressemblent. Et du coup, ils ont été posés sur l'utilisation des traits fonctionnels pour l'ingénierie agroécologique. La première a été posée par P. John, qui nous posait la question, est-ce qu'on peut avoir une liste exhaustive des traits fonctionnels qui pourraient être liés à des fonctions? Alors attention aussi à ces questions, il demandait aussi des marqueurs fonctionnels. Alors pour nous, pour la définition que je vous ai donnée, il y a des traits qui sont liés à des fonctions qui sont des marqueurs. C'est les traits qui sont des marqueurs fonctionnels. Alors la réponse c'est que malheureusement non, on ne peut pas donner une liste exhaustive. Les traits fonctionnels sont vraiment liés à des fonctions spécifiques et définir les fonctions spécifiques par rapport aux agroécosystèmes qu'on s'intéresse, c'est vraiment un premier travail à faire. Et l'application des traits fonctionnels pour l'ingénierie agroécologique, c'est quelque chose qui commence à se faire pas mal, a été beaucoup fait sur des écosystèmes agropastoraux, et ça rejoint la question des Gabin Python qui demandaient, il aimerait savoir vraiment leur utilité, leur utilisation des traits fonctionnels. Et je peux vous donner des exemples des traits, comme la teneur en matière sèche, qui est la relation entre la masse fraîche et la masse sèche d'une feuille, qui a été trouvée être reliée vraiment avec la digestibilité, l'appétence de certains fourrages, qui est un service produit par des prairies. Et il y a des chercheurs de l'INRA de Toulouse qui ont mis en évidence, qui ont classifié les prairies permanentes par rapport aux valeurs de ces traits fonctionnels, la teneur en matière sèche, pour définir les valeurs pastorales. C'est vraiment une première définition, une première mise en application d'une approche qui est théorique en écologie fonctionnelle et qui a été permis de donner des outils comme les traits fonctionnels pour caractériser les prairies.
Je vais peut-être laisser la parole ou laisser Antoine parler pour les adventistes, que là, ça commence aussi à développer l'approche des traits fonctionnels. Certains traits qui peuvent aider à caractériser certains adventistes, qui est des fonctions comme la dormance ou la germination, qui sont des fonctions clés pour le pilotage des systèmes des adventistes. D'accord, oui, donc pour continuer de répondre à Gabin Piton, la recherche, je pense que les traits fonctionnels, c'est un bon exemple de méthode issue de l'écologie que l'agronomie a commencé à prendre en compte. Alors effectivement, comme le disait Elena, par exemple, il y a eu des travaux au départ pour comprendre comment l'effet des pratiques culturelles sur la diversité des adventices. Et les traits fonctionnels, c'est une très bonne manière de comprendre en fait comment les adventistes répondent aux différentes pratiques des agriculteurs. Et puis il y a maintenant des travaux qui s'orientent plus vers finalement comment est-ce qu'on peut comprendre l'effet des adventistes sur d'autres composantes de la biodiversité, comme les abeilles, comme les auxiliaires, etc. Finalement, pour les agronomes, l'utilisation des traits fonctionnels, c'est une manière de s'intéresser à l'ensemble de la biodiversité, alors qu'auparavant, les agronomes étaient plutôt habitués à travailler sur un nombre très restreint d'espèces. Cette démarche est aussi utilisée, par exemple, par les agronomes pour choisir des plantes de couverture. À partir du moment où on cherche à couvrir les sols et puis plein de plantes avec plein de fonctions particulières, c'est aussi une manière d'aider au choix d'espèces de couverture, par exemple. Alors, pour continuer de répondre aux questions de Gabin Piton, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire pour faire le lien entre les traits, les fonctions des plantes. Normalement, les traits sont censés aider à comprendre le fonctionnement des plantes pour arriver jusqu'à prédire le service qu'on en attend. Donc, si en écologie végétale, je pense que l'écologie végétale a déjà creusé cette question depuis quelques dizaines d'années. Dès qu'on s'intéresse par exemple aux animaux, aux arthropodes, là les travaux sont beaucoup moins avancés et je pense qu'il y a encore un gros travail de recherche à faire pour pouvoir utiliser cette démarche. Et donc la recherche a déjà s'est pas mal investi dans cette démarche-là. Et puis juste pour terminer, pour finir sur ma réponse, les traits ne sont pas forcément directement opérationnels en tant que tels. Donc comme Elena le disait, souvent, donc dans le cas des prairies par exemple, souvent ils sont utilisables par des gestionnaires à partir du moment où on les inclut dans des outils, à partir du moment où il y a une forme de construction d'outils qui permet un peu d'aider à leur appropriation par les gestionnaires. Donc ça c'était pour cette question-là. Alors ensuite, on peut passer maintenant de la question de l'ingénierie agroécologique finalement aux questions qui concernaient les relations entre agriculture bio et agroécologie. Donc c'est la question de EW95 qui était un peu surpris du fait que l'agroécologie pouvait admettre une certaine quantité d'intrants. Alors effectivement, actuellement pour l'agroécologie, il n'y a pas de cahier des charges. En même temps, ce ne serait pas forcément évident à définir un tel cahier des charges, puisque l'agroécologie, c'est une telle diversité de pratiques adaptées à plein de contextes que je ne suis pas certain que ce soit évident de cadrer. L'agroécologie, elle se définit non pas par l'interdiction de certains intrants, comme c'est le cas de l'agriculture biologique. L'agroécologie, elle se définit avant tout comme une mise en valeur de la biodiversité pour stimuler des régulations biologiques. L'agroécologie, c'est aussi la stimulation de l'activité biologique du sol. C'est aussi l'utilisation de techniques culturales alternatives. Et si, effectivement, ils sont nécessaires, des pesticides en dernier recours. Donc, effectivement, ils ne sont pas interdits, mais ils sont utilisés en dernier recours si on n'a pas pu mettre en œuvre d'autres leviers auparavant. Donc, c'est pour ça que je pense que l'agroécologie, elle se définit surtout par la mise en œuvre de certains leviers, favoriser l'activité biologique du sol, la diversification, regarder en fait c'est les principes d'Altieri, contrairement à l'agriculture bio qui se définit par l'interdiction de certains intrants. Et puis, juste pour dire que ce n'est pas la même chose, agroécologie et agriculture bio. En agriculture biologique, finalement, on peut très fortement, même si on n'utilise pas de pesticides de synthèse, on peut très bien utiliser des insecticides naturels, on peut utiliser des méthodes très techniques. En fait, on peut s'intensifier très fortement d'un point de vue technique sans valoriser des régulations naturelles. Et en ce sens, cette forme d'agriculture biologique, ce n'est pas forcément de l'agroécologie. Mais on peut être aussi en agriculture bio, en fait, une grande diversité de pratiques en agriculture bio, et on peut être en agriculture bio tout en favorisant des processus naturels. Et de ce point de vue-là, je peux vous renvoyer vers des travaux qui ont été faits à Avignon sur les vergers, c'était par Gaël Marliac et puis dans l'équipe d'Yvan Capovier, où ils ont pu montrer qu'il y avait, dans l'agriculture bio, il y avait une très grande diversité de pratiques, depuis la valorisation de processus naturels jusqu'à l'intensification dans certaines pratiques, certes non chimiques, mais très techniques. Donc voilà pour cette question-là. Après, je ne sais pas si vous voulez compléter, ou sinon on peut embrayer sur le semi-direct.
Non, tu peux embrayer. Là, tu es parti, D'accord. Antoine, donc on te laisse. Donc c'était la question de Tu as encore Cocapi l'énergie. D'accord. C'était la question de Cocapi sur le semi-direct et les herbicides, qui fait d'ailleurs aussi un lien avec Espada, je crois, qui avait aussi, qui se demandait si on pouvait se passer totalement de travail du sol. Donc effectivement, l'arrêt du travail du sol, ça incite souvent, enfin, si on ne met rien pour gérer les adventices autrement que par des herbicides, effectivement, le semi-direct conduit souvent à une augmentation de l'utilisation des herbicides. Effectivement, on ne peut pas s'en satisfaire. Et je pense que pour qu'on puisse considérer que c'est de l'agroécologie, il y a besoin de réfléchir et d'aller plus loin pour pouvoir s'en passer. Et je pense qu'effectivement, il est possible de faire du semi-direct sans herbicide. Et pour cela, renseignez-vous sur le lauréat des trophées de l'agriculture durable dans le Gers, c'est en 2014. Il est en agriculture biologique, il ne travaille pas son sol. Et en fait, pour pouvoir gérer correctement les adventices, il met en œuvre plein de leviers, tels que des rotations très diversifiées, telles que l'utilisation de couverts végétaux, telles que la maîtrise de techniques particulières comme le scalpage, pour gérer les couverts végétaux, mais aussi les adventices. Et si ça peut fonctionner en agriculture biologique, c'est aussi parce que la petite baisse de rendement qui est associée est compensée par une meilleure valorisation de ces récoltes. Donc le semi-direct, effectivement, je pense que ça modifie tellement profondément le système que c'est une excellente occasion de repenser l'ensemble du système, de se poser plein de questions. C'est un défi, c'est une manière de se lancer des défis et de devenir très compétent d'un point de vue technique pour les agriculteurs. Et c'est effectivement, donc même si on ne peut pas se satisfaire de ce qui se fait souvent actuellement, où ça conduit à utiliser beaucoup d'herbicides et de molluscicides, d'antilimaces, je pense que c'est quand même une bonne manière de se reposer plein de questions. Et puis pour savoir si finalement c'est possible dans l'immédiat, pour finir sur sa réponse, sur sa question de Cocapi, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de références à acquérir pour pouvoir mettre en œuvre les semi-directs d'une manière générale, parce que les résultats qu'on a dans une région donnée, elles ne sont pas du tout transposables sur un autre type de sol. Donc il y a besoin de progresser à la fois en connaissance, sur le choix des plantes de couverture, sur la gestion des couverts, mais aussi d'un point de vue technique sur, par exemple, le matériel, d'un point de vue technique, pour pouvoir implanter correctement les cultures en semi-direct. Elena, est-ce que tu veux Oui, compléter ? moi je voulais juste ajouter des mots sur la lutte contre les adventices quand il n'y a pas de travail du sol, ou qui est le cas dans les semi-directs. On connaît maintenant que les espèces qui sont présentes, surtout les espèces dicotylédones qui sont présentes dans certaines cultures de céréales, ont une durée de vie des semences qui est assez longue. Et du coup, on peut imaginer que les travails du sol leur permet de chaque année de revenir en surface et germer. Du coup, le problème de ces espèces dans un système où le sol est travaillé est assez redondant. Du coup, on peut imaginer qu'une absence de travail du sol peut réduire la présence de ces espèces-là. Ils restent dans la banque de graines, mais on ne les remet pas en surface. Du coup, ça peut être une façon aussi d'éviter d'avoir ces espèces-là. Et ensuite, comme il a dit Antoine, dans les cas du semi-direct, on joue beaucoup sur la restitution d'une large diversité des espèces, que ce soit par une couverture végétale ou par des associations de succession, de rotation. Et il a un outil qu'on peut avoir à une lutte contre les adventices, c'est l'effet d'avoir cette végétation en place qui peut étouffer les nouvelles germinations, les plantes adventices qui ne sont pas désirables. Du coup, je pense qu'on peut vraiment imaginer des espèces de systèmes de semi-directs sans, en absence d'herbicides ou avec très peu d'herbicides, voire pas du tout. Je voudrais juste une toute petite intervention, parce que ce qui me semble très intéressant par rapport à vos réponses, et pour faire le lien aussi avec ce qui s'est discuté dans le premier live, où il y avait la question de dire est-ce que quand on est hors sol, on peut faire de l'agroécologie ou pas. Après la question, est-ce que quand on est en agribio, on est forcément agroécologique ou pas. Et puis est-ce que le semi-direct est agroécologique ou pas. On voit bien, je trouve, à travers ces trois exemples, que finalement l'agroécologie, c'est une démarche, c'est une façon de focaliser sur la valorisation des processus écologiques, mais qu'on voit bien qu'on peut faire, comme le disait Antoine, de l'agribio très intensif sans du tout se focaliser sur cette régulation, sur cet usage des régulations biologiques. Et bien sûr, beaucoup de systèmes en agribio sont au contraire centrés sur cet usage des régulations biologiques. Et donc, à chaque fois,
finalement, il n'y a pas un système qu'on peut dire ça c'est bon, on est agroécologique, et puis le semi-direct, ça l'est forcément pas parce qu'il y a des dépendances aux herbicides. Non, il y a des systèmes en semi-direct qui permettent de se libérer de cette dépendance-là. Et la question, c'est de s'interroger effectivement pour chacun de ces systèmes sur comment mettre en place une démarche agroécologique, comment améliorer finalement ces dépendances par rapport aux produits chimiques ou autonomiser les systèmes qui est en jeu. Alors, je vais repasser tout de suite la parole à Elena sur une question sur des livres, c'est ça pour aller... Oui, Laricio qui demande est-ce qu'on peut trouver... c'est vrai qu'on n'a pas mis encore une rubrique pour aller plus loin avec des liens, avec des livres qui peuvent nous aider à approfondir sur les notions d'écologie. Alors, je vais vous donner 3 références et après, avec Antoine, on va aussi vous donner d'autres liens sur les sites. Des livres en français, il n'existe vraiment pas beaucoup de livres en français d'écologie. Alors, je vais vous en parler de 3 titres. Le premier, c'est L'écologie pour les nuls, écrit par Franck Courchamp. Malgré ce titre-là, c'est un livre qui est vraiment très complet, qui permet de vulgariser, mais sans amoindrir vraiment les notions d'écologie. Un deuxième livre, qui est vraiment un livre qui focalise sur cette notion de l'écologie fonctionnelle. C'est les livres Diversité fonctionnelle des plantes, qui a été écrit par Éric Gardier et Marie-Laure Navas en 2013. C'est un livre très récent qui peut couvrir un spectre de notions de cette diversité fonctionnelle. Et enfin, un livre qui s'intitule Écologie et biodiversité, écrit par Denis Couvert, qui est aussi un livre qui donne des notions autour de l'écologie et la biodiversité. Et donc, on complétera cette liste-là. Voilà, Antoine et Elena, vous retrouverez tous ces éléments sur le site, sur les forums. Alors après, il y avait une question sur les temporalités. Est-ce qu'on va attendre 50 ans pour que l'agroécologie arrive ? Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question qui a été posée par Sogo, je crois. C'est ça. Ah, c'est ça. Oui. Vraiment sur est-ce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'agroécologie dans le XXe siècle, mais est-ce que c'est vraiment faisable vis-à-vis des agriculteurs? Est-ce que ça veut dire qu'il aura aussi un coût économique? Est-ce qu'on est prêt de changer nos systèmes? Est-ce qu'on est prêt de tout changer? Est-ce qu'il faut attendre peut-être une génération ou pas? Alors moi, je vais vous répondre côté écologique, un peu la science, et après Antoine va vous parler un peu plus de l'agriculture, de l'agronomie. Alors c'est vrai on a besoin encore beaucoup de temps pour apprendre, pour connaître des processus écologiques, pour des interactions entre espèces. Il a des termes des interactions entre les espèces, les connaissances de différentes interactions dans des différents systèmes, on ne les connaît pas. Du coup, l'écologie a beaucoup de travail encore à faire, à appliquer dans certains organismes. Et aussi, les écosystèmes, les agroécosystèmes ont besoin du temps pour se mettre dans des processus qu'on n'a pas l'habitude de se faire. Dans les quiz, on a vu, qu'on vous a proposé, on a vu que les agroécosystèmes conventionnels, c'est des systèmes qui sont dépendants des entrants. Du coup, pour faire cette transition vers les agroécosystèmes durables, les cas du semi-direct qu'on a évoqué tout à l'heure, on a besoin du temps. On a besoin que les processus se mettent en place et de notre point de vue, des choses aussi à connaître. L'exemple aussi de l'allélopathie, c'est quelque chose qu'on en parle beaucoup en agroécologie, mais on connaît très peu sur les organismes qui peuvent interagir. Du coup, voilà, on a besoin du temps, mais c'est vrai, c'est assez intéressant et on commence à découvrir des choses. Alors l'agroécologie, ça peut aussi prendre du temps parce qu'effectivement, il faut tout changer, y compris jusqu'au système alimentaire, qui sont aussi, eux, longs à évoluer. Mais en même temps, on peut trouver des agriculteurs qui, eux, changent très vite leurs pratiques. Donc effectivement, ça peut sembler un peu frustrant pour certaines personnes qui trouvent que ça ne va pas assez vite, puisque voilà, on peut trouver des agriculteurs bio ou pas bio, mais qui sont capables de changer très très vite leur manière de gérer leur système, de penser, ils sont capables de changer très rapidement leurs références. Néanmoins, le temps que chacun
puisse acquérir ses propres références adaptées à son propre contexte, à son propre sol, à son propre climat. Et il est évident que ça prendra du temps, puisque toutes les expérimentations qui peuvent être faites par divers acteurs, elles ne sont pas forcément transposables partout. Alors après, j'ai l'impression que votre question, la question de Sogo, soulève aussi un peu, finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour que cette transition aille plus vite, et comment est-ce qu'on peut agir. Et effectivement, on peut, d'un point de vue politique, il est possible d'agir par des contraintes réglementaires, effectivement, mais ça, je pense qu'on atteint largement la limite de leur acceptabilité par les agriculteurs, mais aussi la limite de leur efficacité. D'ailleurs, ça indique peut-être aussi qu'il ne faut pas agir qu'au niveau des agriculteurs, mais que finalement, c'est tout un système alimentaire. Donc il y a une diversité d'acteurs, que ce soit les coopératives, que ce soit les acteurs de la transformation et de la distribution qui sont aussi concernés par l'agroécologie. Et ça, on comprend que ça prend du temps. Mais on peut aussi agir par la base, et c'est ce qui se passe actuellement, de stimuler les agriculteurs et de leur donner toute leur place et leur permettre d'être force de proposition en termes de système agroécologique, plutôt que d'être dépendant de création de références ou de connaissances par ailleurs. Et c'est tout à fait ce qui se fait à travers les GI2E, les groupements d'intérêt économique et écologique ou environnemental, je ne sais plus très bien. Mais voilà, ces GI2E, c'est une très bonne manière aussi d'aider au changement en donnant la place aux agriculteurs. Et Elena, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, je voulais sur juste les ajouter GI2E. que dans ces cadres-là, dans les GI2E, c'est vraiment, on demande aux agriculteurs de l'innovation, de nouvelles pratiques agroécologiques, et ils sont vraiment sollicités pour aller vers l'innovation. Et c'est vraiment un premier pas vers l'application et la mise en direct des pratiques agroécologiques. Peut-être je voudrais juste rajouter un point aussi sur cette question du temps, et là aussi pour faire le lien avec le premier live où on a parlé du fait que l'agroécologie était aussi quelque chose qui était intensif en connaissances. Et je trouve que sur les connaissances, sur les apprentissages, on retrouve finalement cette tension entre ce que disaient Elena et Antoine, à la fois d'un temps long de la recherche, d'un temps long des écosystèmes, d'un temps long des systèmes alimentaires, et puis d'un temps très rapide parfois de changement de pratique ou d'innovation qui apparaissent et qui se répandent dans la nature. Et je trouve que sur la connaissance, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a le temps long des systèmes de formation. On dit comment on va former les jeunes agriculteurs dans les écoles d'agriculture, etc., à intégrer ce qu'est l'agroécologie. Et en même temps, voilà, on vit ensemble en ce moment le temps du MOOC, et qui est un temps d'accélération que je trouve absolument fabuleux et très, très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit qu'en quelques semaines, il se passe des tas d'interactions, il se passe des tas d'apprentissages chez un grand nombre de personnes. Et là, on est dans le temps très rapide, dans les changements, dans les apprentissages de la connaissance. Et c'est vrai qu'il faut arriver, finalement, tous à différents niveaux, à vivre avec ces deux dimensions d'un temps long du changement et en même temps de choses qui émergent et qui évoluent très, très, très rapidement. Antoine, tu veux reprendre oui. On peut aborder, il y avait aussi une question de Tazmal Tive qui concernait plus, est-ce qu'on connaît la valeur de certaines plantes, enfin si j'ai bien compris, est-ce qu'on connaît finalement quelle plante peut pousser dans quel milieu en fonction de son environnement, et éventuellement comment est-ce qu'on peut cultiver certaines plantes dans certains milieux. En fait, sa question, ça me faisait penser, en fonction du type de parcelle, de la nature du sol, de la travail du sol, etc. Et ça, je pense, ça me fait penser finalement à tous les travaux qu'ont pu faire les agronomes depuis plusieurs décennies en termes d'études à la fois des besoins des plantes, en termes de conditions du milieu, d'éléments minéraux. Ça fait aussi penser à tous les travaux qui ont pu être faits sur la potentialité des sols. Et donc tout ça, en fait, c'est des travaux d'agronomie qui ont été faits depuis plusieurs décennies. Effectivement, on connaît très bien les potentialités des sols. On sait très bien prédire, en fonction de là où on est, de la latitude, de l'ensoleillement, de la température, de l'humidité, quelles plantes on peut cultiver dans tel milieu. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien connues, et ça, c'est typiquement une production agronomique. Alors ensuite, la suite de sa question, c'était en cas de déficience, par exemple en phosphate, en magnésium ou en certains éléments minéraux, quelle serait la réponse agroécologique pour augmenter le rendement d'une plante? Et là, donc, la réponse agronomique, ça aurait été adapter l'environnement à la plante. Donc en fait, c'est quel élément chimique ou quel fertilisant, quel amendement, qu'est-ce que je vais apporter pour adapter le milieu à la plante. Ça peut être du drainage aussi, enfin ça peut être plein de choses comme ça. Ou ça peut être, alors qu'à l'inverse, la réponse agroécologique, c'est plutôt adapter la plante ou adapter la manière de la cultiver, adapter le peuplement végétal aux conditions du milieu. Donc c'est soit choisir les plantes qui sont adaptées,
Ça peut aussi reposer des questions. Si on veut cette plante-là, mais qu'elle n'est pas adaptée, ça repose des questions en termes de sélection variétale. Et la sélection variétale commence à prendre en compte ce type de questions pour faire en sorte que les plantes soient mieux adaptées à aller chercher des éléments minéraux, par exemple, quand ils sont peu présents. Et puis, si en termes d'adaptation, on est limité, la réponse agroécologique, c'est finalement comment cultiver des plantes en mélange ou quelles plantes mettre pour enrichir le sol en certains éléments minéraux. Donc c'est le cas par exemple des légumineuses qui peuvent enrichir le sol en azote, ou ça peut être comment mélanger des plantes pour augmenter la disponibilité de certains éléments minéraux. Et là, ça me fait penser, par exemple, dans le cas du phosphore, la question la portait sur le phosphate. Des travaux récents ont pu montrer que quand on cultive en mélange des plantes avec des légumineuses, il y a une augmentation de la disponibilité du phosphore assimilable par les plantes. Le sol contient beaucoup de phosphore, une très faible fraction est biodisponible, est utilisable par les plantes. Et finalement, quand on met des plantes en mélange, on constate, des travaux récents à Montpellier montrent, qu'il y a plus de phosphore utilisable par les plantes. Donc ça, c'est la réponse agroécologique. Comment on peut adapter les plantes et comment on peut mélanger les espèces pour faire en sorte, pour augmenter finalement la disponibilité des éléments minéraux pour les plantes. J'espère que je réponds correctement à sa question. Oui, et puis pour prolonger aussi la réponse d'Antoine, juste pour dire, en séquence 3, vous aurez des éléments aussi là-dessus, parce que vous le savez, dans la séquence 3, on va aller plus à fond pour certaines façons de mettre en œuvre l'agroécologie. Et l'exemple que mentionnait Antoine à l'instant sur la biodisponibilité du phosphore grâce aux cultures associées, ça, il y a une des quatre situations de mise en œuvre de la séquence 3 qui sera sur les cultures associées et qui va vous présenter très en détail ces processus et comment effectivement à la fois des chercheurs les étudient et essaient de les mettre en évidence et d'en tirer des règles, et en même temps comment des agronomes essaient de tester ça au champ pour en faire vraiment des systèmes qui valorisent cette biodisponibilité du phosphore. Voilà, donc il y aura aussi, j'en profite pour mentionner les 3 autres situations de mise en œuvre de la séquence 3. Donc l'une aussi également sur l'agroforesterie. Donc là, comment en associant des arbres et des cultures, on va pouvoir valoriser certains processus dont certains ont été évoqués aujourd'hui. L'une sur aussi la place de l'élevage et l'élevage comme levier pour finalement développer des pratiques agroécologiques. Et puis une dernière sur les systèmes de culture maraîchers et la manière, là aussi, plus autour des questions de lutte contre les ravageurs, contre les maladies, d'utilisation des leviers de l'agroécologie. Donc voilà, donc ça permettra finalement d'aller plus loin, de prolonger. Le prolongement aussi de ce qui a été fait aujourd'hui, vous l'aurez cette fin de semaine et puis la semaine prochaine à travers les forums, et Antoine et Elena pourront continuer à interagir avec vous, de même qu'on le fera aussi avec bien sûr toute l'équipe impliqués sur ce MOOC. Donc, vous l'avez compris aussi, on a eu, le Fun France Université Numérique a eu un problème le week-end dernier avec son serveur, et ça nous a amené finalement, nous ici, on ne pouvait pas faire grand-chose disons qu'ils ont réussi à résoudre le problème, donc ça c'est une très bonne chose, mais beaucoup d'entre vous ont été pénalisés ce week-end pour pouvoir suivre le MOOC, et donc on a décidé d'adapter finalement le déroulement d'une MOOC en vous laissant un peu plus de temps sur la séquence 2. Alors on n'a pas pu déplacer le live d'aujourd'hui parce qu'il était programmé, mais en même temps, on le voit aussi à travers ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce live, c'est un moment aussi pour relancer les discussions, pour à la fois réagir à ce que vous avez écrit sur les forums, mais pour initier aussi et vous inviter à continuer à réagir sur les forums. Et tous les enseignants, voilà, que ce soit Antoine, Elena, moi et l'équipe TIS, continuera tout au long de la semaine, et donc la semaine prochaine aussi, à répondre à vos questions. Voilà, donc il me reste à remercier, un grand merci à Elena et Antoine. C'est un exercice qui est pas facile, qui nous bouleverse tous un petit peu dans nos habitudes d'enseignants, mais qui est à la fois passionnant de pouvoir interagir avec vous. Pour Antoine, la difficulté était encore un peu plus grande puisqu'il était à distance en visio. Mais voilà, un grand merci à vous. Et puis je vous laisse peut-être un petit mot de la fin à chacun d'entre vous. Moi, je voulais dire qu'on va continuer à répondre à vos messages maintenant sur les forums. J'espère que c'était clair nos réponses. On va essayer de continuer à nous poser des questions sur le contenu de nos cours ou vos interactions à partir de ces lives. Merci beaucoup.
Et Antoine, je te laisse. Vous remercier sur vos questions qui montrent bien, enfin qui sont vraiment très, très intéressantes, elles sont très pertinentes et elles montrent que vous vous posez beaucoup de très bonnes questions sur l'agroécologie. Et profitez-en pour continuer à approfondir ce MOOC, parce que vous pouvez voir que finalement, juste par exemple en réponse à une dernière question de Sisté sur agroécologie égale mot-valise, pour voir que finalement il y a plein de diversités de visions sur l'agroécologie qui sont présentées dans cette séquence 2, y compris sur toute l'agriculture locale, respectueuse de l'environnement, paysanne, etc. Donc notre objectif, c'est de montrer finalement la diversité des positionnements qu'on peut avoir sur l'agroécologie, et je pense qu'il y a beaucoup de points de vue qui sont quand même bien représentés. Bon, et puis je finis en lisant le message de Laricio que me fait passer Julien à l'instant. Merci pour ce live très sympathique. Merci en tout cas de ce message et à très bientôt. Donc la semaine prochaine, il n'y a pas de live puisqu'on continue sur la séquence 2, mais c'est la semaine d'après, on aura un live pour chaque situation de mise en œuvre. Donc on aura 4 lives cette semaine-là. Donc on va se préparer à vous retrouver à ce moment-là. À bientôt et bonne continuation sur le MOOC. Merci.